Merci Jean-Louis Bal pour cette feuille de route précise pour les filières et pour la journée. Philippe Martin est ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Je lui laisse maintenant la parole. Bien, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Claude, que je voudrais moi aussi d'emblée remercier pour avoir inscrit à l'agenda de l'Assemblée tous les mois une réflexion commune sur les sujets qui sont ceux de mon ministère et qui sont des rencontres, comme nous l'avons vu mardi dernier, toujours d'une utilité très grande. Je voudrais saluer bien sûr les ministres des États amis qui sont là, en particulier mon ami Ed Davey, ministre de l'Énergie de la Grande-Bretagne, et je voudrais le féliciter pour la résistance de son pays face à l'équipe de France samedi dernier, jusqu'à la quasi-dernière minute. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président du CER, je suis bien sûr très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir ce colloque du syndicat des énergies renouvelables. L'année 2014, vous en avez parlé, sera une année un peu particulière pour notre pays puisqu'elle sera celle au cours de laquelle une loi devra être adaptée pour placer la France sur la voie de la transition énergétique. Cette loi sur la transition énergétique, elle est guidée par des objectifs globaux que je voudrais rappeler. Celui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et à juste titre, le président Bal a salué l'importance du rendez-vous qui nous réunira à la fin de l'année 2015 pour la COP21 et ce sommet sur le climat que le président de la République, François Hollande, a voulu et au cours duquel nous espérons bien qu'enfin il sera possible de faire un accord universel et contraignant qui nous permettra de limiter en dessous de 2 degrés l'augmentation du climat d'ici la fin de ce siècle. Donc, l'une des principales motivations de cette loi, c'est aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi de réduire notre consommation énergétique, pas par principe, mais parce qu'il convient effectivement de le faire dans les années qui viennent. Nous voulons aussi assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie sur tout le territoire, réduire nos dépendances aux énergies fossiles, à toutes les énergies fossiles, améliorer la compétitivité des entreprises et puis s'occuper du pouvoir d'achat des Français, notamment en luttant contre la précarité énergétique. Pour atteindre ces objectifs, les énergies renouvelables constituent à l'évidence l'un des leviers les plus importants. Depuis la conférence environnementale de septembre 2012, le gouvernement a décidé une série de mesures d'urgence pour redonner une dynamique aux filières des énergies renouvelables. C'est ainsi que la filière éolienne a été redynamisée grâce à des mesures de simplification, je les cite, fin des zones de développement de l'éolien et de la règle des 5 mâts notamment. Suite au contentieux que vous connaissez tous ici, le gouvernement a pris ses responsabilités et engagé dès avril 2013 un processus de notification, ce qui n'avait pas été engagé auparavant et qui a placé la filière, du fait de ce non-engagement, dans une situation de doute que nous nous attachons à corriger depuis. Je suis, et je le dis ici, confiant dans l'issue de la notification du tarif éolien. Le dialogue est constructif avec la Commission européenne et je vous le redis ici à nouveau, le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer la continuité juridique du soutien de la filière éolienne. Nous avons aussi agi en faveur de la filière photovoltaïque. Les objectifs ont été revus à la hausse et comme je l'ai déjà annoncé, le soutien des pouvoirs publics visera à assurer 800 MW par an d'ici 2017. Le prochain appel d'offres pour les grandes installations photovoltaïques de plus de 250 MW que j'ai annoncé afin de maintenir le rythme de soutien sera par ailleurs publié d'ici le mois de mars 2014. Mesdames et messieurs, si l'année 2013 a été difficile, mouvementée, si je comprends les inquiétudes des industriels, j'ai la faiblesse de croire que nos efforts commencent à porter leurs fruits.
L'éolien et le photovoltaïque sont repartis à la hausse, avec respectivement 630 et 750 mégawatts installés au cours de l'année 2013, alors que les prévisions tablaient sur des volumes 2 fois inférieurs. Il ne faut certes pas baisser la garde ou se réjouir trop tôt, mais il faut aussi savoir se réjouir collectivement des points que nous marquons ensemble. L'année 2013 a aussi été un pas important de franchi pour le développement des énergies marines, avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour les fermes pilotes hydroliennes, lancement qui a été d'ailleurs salué par la présence du président de la République, François Hollande, à Cherbourg. J'en profite pour rappeler que nous attendons les candidats pour avril prochain. Pour l'éolien offshore, la France a décidé cette fois-ci de tout faire pour être dès le début un des leaders mondiaux de ces marchés. Mais il n'y a pas que les énergies renouvelables électriques, nous le disions avec Claude Barthelone en arrivant. La chaleur, par exemple, est aussi essentielle. Et c'est d'ailleurs là où notre effort doit être le plus grand pour atteindre nos objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2020. À ce titre, l'ensemble des mesures pour la rénovation énergétique de l'habitat bénéficieront à la filière de la chaleur renouvelable. De même, la France a mis en place un cadre de soutien au développement du biogaz pour pouvoir exploiter notre gaz, celui de nos territoires, celui qui est vraiment durable et qui participera à l'atteinte de nos objectifs de chaleur renouvelable. Ce sont des gaz conventionnels, bien entendu, vous en aurez douté dans ma bouche. L'État soutient aussi l'innovation grâce aux investissements d'avenir. Vous savez que le nouveau programme d'investissement d'avenir voulu par le gouvernement consacre 50% de ces investissements à des dossiers qui ont trait à la transition écologique et que pour la première fois, l'éco-conditionnalité des projets a été mise en place. Un appel à manifestation d'intérêt sur les énergies renouvelables a notamment été lancé il y a 2 jours, le 4 février 2014. Cet appel à manifestation d'intérêt vise l'innovation dans les filières du solaire photovoltaïque, du solaire thermique, de l'éolien et du froid renouvelable et des systèmes hybrides qui permettent de mutualiser et de coupler plusieurs moyens de production d'électricité et de chaleur afin d'optimiser leur gestion et de réduire le coût de l'énergie. Mesdames et messieurs, si beaucoup a été fait au cours de ces 2 années en faveur des énergies renouvelables, le temps est maintenant venu, me semble-t-il, à la consolidation, à la visibilité et à la simplification. Il ne s'agit pas de brader, bien sûr, le cadre réglementaire qui permet d'assurer un respect des normes de sécurité, des normes d'intégration, des normes environnementales. Il s'agit de les optimiser pour éviter les coûts et les délais administratifs inutiles. C'est la volonté du chef de l'État de partout donner de l'assurance, de la visibilité aux porteurs de projets. C'est dans ce but qu'une expérimentation sera conduite pour l'éolien et la méthanisation. Elle sera lancée au cours de ce trimestre pour une durée maximale de 3 ans. Les textes de mise en œuvre de cette expérimentation, ordonnances et décrets, sont désormais rédigés et en cours de consultation avant leur envoi très prochainement au Conseil d'État. Je tiens à signaler que ces textes contiendront déjà une première mesure de généralisation relative à la prorogation du délai de caducité de l'autorisation ICPE afin de ne pas mettre en péril des projets pour de simples retards administratifs. La consolidation du cadre de développement des énergies renouvelables passe aussi par la mise en œuvre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui ont fait l'objet de concertations approfondies entre les industriels et mes services. Cela permet d'assurer la visibilité et un juste partage entre les différents porteurs de projets. La visibilité et la consolidation reposent bien sûr sur un mécanisme de soutien financier qui soit stable et soutenable dans la durée. Il y a la notification des différents tarifs de rachat dont la sécurisation participe de la solidité du soutien financier des énergies renouvelables. Il y a aussi la sécurisation du fonds chaleur. C'est pour moi, je le dis ici, une priorité. Pour 2014, son niveau a été maintenu par rapport à 2013, et ce, dans un contexte global de ce que j'appellerais la responsabilité budgétaire. Pour le triennal budgétaire à venir, c'est-à-dire la période 2015-2017, pour laquelle les discussions commencent maintenant, je vise à un renforcement de ce fonds chaleur
qui est nécessaire si l'on veut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs d'énergie renouvelable en 2020. Consolider le soutien aux énergies renouvelables électriques, c'est aussi ce que le gouvernement a fait en mettant un terme à la dette non couverte de 5 milliards d'euros portée par EDF au titre de l'obligation d'achat, une dette qui avait été auparavant laissée en plan. Mais nous irons plus loin en améliorant la gouvernance et le contrôle par le Parlement de la contribution aux charges de service public de l'électricité, de façon à en assurer la pérennité. Après avoir corrigé les erreurs du passé, avec le travail actuel de consolidation, il nous faut anticiper les nécessaires évolutions à moyen et long terme afin de passer d'un mode et d'un monde réactif à un mode et un monde actif. La première évolution, c'est celle relative aux modalités de soutien des énergies renouvelables électriques. Le développement de ces énergies est un succès et les questions que nous nous posons sont aussi le signe que celles-ci sont désormais au cœur du système énergétique, notamment électrique, et non une niche à la périphérie du système. Il faut donc prendre au sérieux, sans les caricaturer, les défis qui se posent à nous. La réponse à la crise actuelle du système électrique n'est pas, contrairement à ce que certains voudraient, d'arrêter ou de diminuer le soutien au développement des énergies renouvelables. Cette crise ne résulte pas d'un développement non maîtrisé de cette énergie qui, en tout cas en France, ont peu ou prou respecté dans leur ensemble la trajectoire de développement anticipée dans le cadre des programmations pluriannuelles des investissements de 2006 et de 2009. La crise du système électrique est selon moi la conjonction de plusieurs facteurs. La crise économique et les défauts des systèmes d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, où ce système pourtant utile ne joue plus le rôle qu'il devait et nécessite donc des réformes structurelles. D'une arrivée aussi massive de charbon en provenance des États-Unis qui a cassé les prix, de défauts dans l'architecture du marché de l'électricité qui notamment prennent insuffisamment en compte les enjeux de puissance et d'intermittence, enfin de modalités de régulation et de soutien des énergies renouvelables qui étaient adaptées en phase de décollage mais ne sauraient offrir aujourd'hui un cadre pérenne. Je vise ici particulièrement la déconnexion entre la production des énergies renouvelables et les contraintes physiques d'équilibre offre-demande. Et j'insiste, la critique porte sur la pérennité des modalités de soutien et non sur la pérennité du soutien aux énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, il faut réfléchir dès aujourd'hui et je ne doute pas que ce 15e colloque du CER sera utile à notre réflexion commune. Il faut réfléchir aux évolutions nécessaires permettant d'assurer un cadre pérenne parce que ces évolutions seront longues et parce qu'il faut vous donner de la visibilité. Par ailleurs, nous sommes interpellés collectivement et la Commission européenne se penche sur ces questions. Il convient donc d'être proactif, comme je vous le disais précédemment. Ed Davy et quelques autres de mes partenaires européens connaissent maintenant bien le commissaire européen à l'énergie, M. Oettinger, qui voit dans chacun de nos soutiens, dans nos énergies respectives, des éléments qui contredisent le dogme de la concurrence libre et non faussée. Mais nous sommes, avec les Anglais, avec les Allemands, mobilisés pour montrer que ces aides d'État sont néanmoins nécessaires. J'ai eu le plaisir de rencontrer lundi Sigmar Gabriel, le vice-chancelier chargé de la transition énergétique. Je sais que Ed Davy l'a rencontré hier et ensemble avec l'Allemagne et l'Angleterre, nous voulons apporter une réponse sur cette question des aides d'État pour faire en sorte que nous puissions avoir le développement de nos énergies renouvelables dans de bonnes conditions. Les options possibles d'évolution du cadre pour le soutien des énergies renouvelables sont nombreuses, mais leurs impacts sont aujourd'hui encore trop peu étudiés. Je suis d'accord avec un mot qui a été employé par le président Ball. Il faudra de toute façon de la progressivité. Et je suis bien d'accord pour porter avec vous, Monsieur le Président, cette notion. Une analyse approfondie est nécessaire. Quel impact sur le risque lié au projet d'énergie renouvelable? Quel impact sur le coût de production de l'électricité à partir de ces installations? Quel impact sur le coût de soutien public? C'est pour éviter de se lancer sur de fausses bonnes pistes que j'ai voulu une large consultation auprès des acteurs, consultation qui a commencé au mois de décembre dernier, qui se clôturera le 28 février prochain et permettra de nous éclairer sur les bonnes orientations à prendre pour faire évoluer de façon durable
et optimale économiquement le soutien des énergies renouvelables. Anticiper le long terme, c'est aussi se doter d'une vision stratégique dans les filières clés, notamment le photovoltaïque et les énergies marines. Pour ces dernières, les études initiées suite au premier comité national sur les énergies marines du mois de novembre dernier permettront de préciser collectivement le potentiel de la France. En parallèle, une mission sur l'architecture des appels d'offres pour les énergies marines sera conduite afin d'examiner les moyens de mieux dérisquer et sécuriser les procédures d'appel d'offres. Nul ne doute que notre pays, qui a une côte marine énorme, même si aujourd'hui elle est violente dans les événements climatiques que nous connaissons, sera une chance pour nos énergies renouvelables. Enfin, il faut commencer à intégrer les changements liés à la capacité des énergies renouvelables de permettre l'autoconsommation. Le groupe de travail que j'ai lancé en décembre permettra de définir les défis techniques et économiques que comporte une telle évolution pour assurer qu'elle se fasse au bénéfice de la collectivité. L'élargissement de notre horizon temporel doit s'accompagner d'un élargissement de notre horizon géographique. Certes, et je le réaffirme ici, les États membres de l'Union européenne doivent rester maîtres de leur mix énergétique. Mais il est nécessaire d'assurer une coordination de nos politiques énergétiques pour les optimiser et pour assurer la transition énergétique de l'Europe entière. Je me réjouis d'ailleurs que le président François Hollande ait fait en sorte que le prochain Conseil européen qui se tiendra au mois de mars traite à la fois de la question climatique et de la question de l'Europe de l'énergie. À cet égard, je salue aussi la récente proposition de la Commission européenne en faveur d'un objectif européen d'énergie renouvelable dans le prochain paquet énergie-climat à l'horizon 2030. Certains États, je pense à l'Allemagne, auraient souhaité que cet objectif pour les énergies renouvelables soit plus ambitieux et même contraignant. D'autres pays, je le sais, sont plus à vouloir avoir une autonomie sur le développement de les énergies renouvelables, même si une récente loi de transition qui a été adoptée en Grande-Bretagne, l'Energy Act, a montré que la Grande-Bretagne croyait fermement au développement des énergies renouvelables, notamment en termes de création d'emplois. Mais la coordination, ce n'est pas l'uniformisation. On ne saurait imposer une solution unique comme la Commission européenne le suggère dans ses lignes directrices. La complexité de ces sujets, la diversité des contextes nationaux nécessitent une flexibilité pragmatique et une évolution progressive. Les chocs en matière de politique énergétique ne sont pas compatibles avec les cycles longs de cette industrie. La coopération entre les États membres, que ce soit avec nos amis allemands, anglais et même polonais, même et surtout si nous pouvons avoir des approches différentes sur certains points, elle est essentielle et je peux le dire ici, elle est réelle. La France peut apporter son expérience en matière de pilotage des énergies renouvelables, notamment grâce aux appels d'offres qu'elle a mis en œuvre. Nous sommes aussi demandeurs des bonnes idées de nos voisins. Je profite de cette occasion et de la présence d'Ed Davis, secrétaire d'État britannique à l'énergie et au changement climatique, ainsi que Uwe Beckmeyer, secrétaire d'État parlementaire allemand auprès du ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, pour les inviter à amplifier nos échanges sur les évolutions en matière d'énergie renouvelable et de marché de l'énergie de façon plus large. Nous devons échanger sur le fond des réformes, mais aussi sur des sujets plus précis, comme les lignes directrices aides d'État de la Commission européenne, ainsi que sur les sujets liés à l'autoconsommation, à l'architecture des marchés. En tant que ministre chargé de l'énergie, j'ai la responsabilité de porter la transition énergétique de mon pays. Collectivement, nous devons porter cette transition et la porter au niveau européen et dire avec force que cette transition énergétique ne se fera pas sans les énergies renouvelables, sans toutes les énergies renouvelables. Comme je vous le disais en introduction, le projet de loi sur la transition énergétique est l'un des sujets majeurs de ce quinquennat. Il assurera le cadre permettant des évolutions de soutien dont j'ai parlé précédemment. Il contiendra aussi des mesures de simplification et de clarification pour certaines filières. Surtout, il permettra de donner à l'État les outils de pilotage de la transition énergétique dans toutes ses dimensions énergétiques et climatiques. Monsieur le Président, tout à l'heure, en concluant votre propos, vous avez eu des mots qui m'ont touché sur le retour de certains slogans ou de certaines idées qu'on croyait dépassées.
Je pense que l'énergie aura, dans le siècle, un rôle déterminant pour apaiser les peuples, car nous devrons, à travers toute la planète, non seulement pouvoir apporter l'eau dont ils ont besoin, mais l'énergie dont ils ont besoin. Donc votre colloque ici, votre implication ici, n'est pas simplement technique, elle est aussi philosophique, politique. Et c'est ça que je voulais saluer aujourd'hui, en étant à vos côtés et en vous souhaitant un très bon colloque. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Édouard